Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Rappelez-vous que ce magazine est un magazine sociopolitique que nous mettons sur la table ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions importantes et nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Vous le savez, le président de la République a signé dernièrement 3 ordonnances présidentielles créant certains services. Les gens parlent des services, d'autres parlent d'établissements, d'autres encore parlent autre chose. On reviendra largement sur ça parce qu'après, il y a eu quand même un tollé. Il y a les détracteurs de Félix-Antoine Tshisekedi qui parlent des ordonnances inopportunes, qui parlent des ordonnances anticonstitutionnelles. La presse a relayé tout ça. Est-ce que Félix Tshisekedi devrait-il signer des ordonnances à ce moment ici? Quel est le fondement de ces ordonnances? Est-ce qu'il y a opportunité pendant qu'il y a l'épidémie, la pandémie plutôt du coronavirus? On reviendra sur ça. Vous le savez aussi, ça continue à brûler au sein de l'UDPS qui affiche aujourd'hui 2 têtes. Il y a d'un côté Jean-Marc Kabound avec son colissier Augustin Kabouya, mais de l'autre, il y a la branche d'autres cadres qui ont créé le collectif Sauvons l'UDPS avec notamment le professeur Chulumbu et d'autres. On reviendra sur la question qui taraude en ce moment les têtes à l'UDPS. Faut-il une réconciliation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les partis de Tshisekedi retrouvent son unité? Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le professeur Jean-Claude Chilumbaï. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes cadre de l'UDPS, parti de Tshisekedi, et vous êtes également professeur à l'université, vous êtes avocat, vous êtes député provincial dans la province du Kasaï central. Nous sommes donc heureux de vous avoir. Professeur, je vous vois avec un masque, donc vous êtes au front sur la question de la lutte contre le coronavirus apparemment. Hein? Bien évidemment, il y a des consignes sanitaires qui nous ont été données, on doit en tenir compte. Je crois que jusqu'ici, nous avons tous appris qu'il n'y a pas de thérapie trouvée pour cette pandémie qui ravage l'humanité tout entière. Il est de notoriété publique qu'il faut prendre des précautions, ce qu'on a qualifié de signes, plutôt de signes barrières. Des gestes barrières. Des gestes barrières, voilà. Il faut nettoyer régulièrement les mains, utiliser des gels désinfectants ou des solutions hydroalcooliques, mais aussi que depuis 2 jours, nous avons appris de la France et des États-Unis que utiliser le masque aussi pouvait protéger de la contamination. Donc il est absolument nécessaire que nous luttions énergiquement contre cette crise qui risque d'être multidimensionnelle dans un pays comme le nôtre, parce qu'après après la version sanitaire, aujourd'hui les usines sont à l'arrêt, les frontières sont fermées. Certainement que nous devions faire face à une redoutable crise économique et soit sécuritaire. Il est tout à fait essentiel que tout le monde observe les consignes et les mesures prises par le chef de l'État. Voilà pourquoi on s'y conforme et j'invite toute notre population d'ailleurs à faire de même. Hein. C'est pour que... J'ai fait pareil. Hein. De temps en temps, donc il faut... Parce qu'on nous a dit que le virus s'attache même aux habits que nous portons, c'est que à tout moment on peut le transporter. Non mais ça tombe bien parce que vous êtes quand même cadre de l'UDPS. Beaucoup décrient également le tâtonnement au niveau des autorités dans la gestion de cette maladie. Vous avez un ministre Eteni qui dit que quelqu'un est malade, après il revient qu'il ne le dit pas. Vous avez un gouverneur de province qui dit qu'il va confiner et après il revient sur sa décision. Vous avez un président de la République qui nous demande de rester à la maison alors que l'État ne met pas en place des mesures d'accompagnement. Vous êtes fiers de ce que les autorités font? Parce que les critiques fusent quand même de partout. Au niveau du tâtonnement, les gens, les uns ont même utilisé des mots forts en parlant d'un certain amateurisme au sommet de l'État. Non, bon. Est-ce que... Bon, nous suivons, je crois qu'actuellement tout le monde suit l'actualité internationale, plus précisément sur cette question. Je crois qu'il faut que les Congolais aient parfois le courage de reconnaître les mérites des autres. Jusqu'ici, nous sommes en train d'avoisiner les 200 cas de contagion de cette maladie. Et je ne dis pas que c'est normal qu'on ait 200 malades parce que l'allure, la tendance ne s'inverse pas. On n'a pas jusque-là atteint le pic, comme on le dit, pour que cette tendance commence à baisser et donne de l'espoir d'éradication de la maladie. Mais j'imagine que le chef de l'État a géré cette crise en bon capitaine. Parce que si vous observez bien les conditions qui sont les nôtres par rapport
à une société comme la société italienne. L'Italie, c'est un État membre du G7, hein, c'est-à-dire il est parmi les 7 pays les plus industrialisés du monde. Et si vous êtes en train de constater ce qui se passe en Italie par rapport à l'allure de la chose chez nous ici, il y a de quoi féliciter la clairvoyance du chef de l'État, mais aussi le dynamisme du ministre était ni, et c'est faux de dire que les gens tâtonnent. Il faut reconnaître que cette crise, même les pays les plus industrialisés ont des problèmes. Vous avez suivi le vol des masques, ça signifie qu'aucun pays ne s'était préparé. Si la France, 3e ou 4e puissance du monde, est en train aujourd'hui de recourir à l'Allemagne pour avoir 40 respirateurs, comment vous allez juger les gens aussi de manière excessive? Moi, je crois qu'il y a de quoi féliciter les mesures qui ont été prises jusqu'ici, mais aussi avoir de la discipline pour tenter de les observer. Lorsque vous dites que le gouverneur tâtonne, je ne vois pas non plus de tâtonnement dans ça, parce que je vous ai dit que tenter de limiter cette crise au volet sanitaire risquerait d'être une grave erreur. La crise, elle affecte beaucoup de secteurs de notre vie, en commençant par le sanitaire lui-même, on passe par le culturel, les universités, les écoles sont fermées, il n'y a pas de foot, il n'y a rien, c'est déjà un facteur affecté. Et il y a par la suite le volet économique qui ne va pas échapper avec nos avions qui sont par terre, qui ne peuvent pas décoller. Vous avez appris qu'aux États-Unis on parle de 10 millions de chômeurs, donc c'est beaucoup plus hasardeux et fantaisiste que d'affirmer que la crise est mal gérée. Moi, j'invite plutôt notre population à soutenir les mesures prises par le chef de l'État, à suivre au quotidien les consignes que la coordination de la riposte est en train de donner. Je crois que c'est l'unique façon pour nous de sortir de cette affaire. Ça ne sert à rien de divaguer inutilement, d'aller chercher des poux sur un crâne rasé. La maladie est bel et bien là, chers amis. Hein. Faites très attention à vous. Respectez les consignes qui sont données. Appliquez les gestes et barrières, comme on dit. Lavez-vous les mains régulièrement pour mettre une barrière entre vous et cette pandémie qui fait des milliers de morts à travers la planète. Alors, professeur, on va parler politique à présent. Vous êtes de l'UDPS. Vous vous intéressez à l'action publique. Vous vous intéressez également à la politique et à la marche de votre pays. Le président a signé récemment 3 ordonnances. Ces ordonnances ont suscité une sorte de polémique, des tollés dans certaines officines. Les gens parlaient de l'inopportunité, les gens ont dit que c'était anticonstitutionnel. Heureusement que vous êtes avocat, donc vous êtes un juriste. Est-ce qu'en ce moment où le Congo lutte contre la pandémie du siècle, contre la pandémie de Corona, était-il opportun pour un chef de l'État de faire un focus sur Est-ce qu'il fallait signer des ordonnances en ce moment ici où nous parlons de lutte contre la maladie? Non, je crois que c'est très maladroit que la question soit posée de cette façon-là. On parlait d'abord de l'opportunité. Non, ça relève vraiment d'une bonne, plutôt d'une très mauvaise lecture de l'action politique d'un leadership. On ne peut pas nous faire croire à ce jour que parce que nous sommes malades, parce que le pays est malade et que le pays devrait s'arrêter. Vous savez, les Congolais, c'est ça aussi le problème, cette contrarotativité des vues qui indispose parfois. Tantôt là, vous avez vu dans les réseaux sociaux et même dans vos médias, déjà le tollé sur la probable opacité autour de la gestion du don qui serait venu de la Banque mondiale. Il y en a qui disent 60 millions, il y en a qui disent 40 millions. Et tantôt, on a commencé à dire non, il ne faut pas qu'on détourne les 40 millions, il ne faut pas qu'on vole les 40 millions, tout ça, il faut les utiliser pour les besoins sanitaires. Mais comment vous allez vouloir quelque chose de son contraire? Le président, lui, il signe les ordonnances, vous dites non, ce n'est pas opportun. Que le président de la République croise d'abord les bras, qu'il dorme comme lui aussi, il doit se protéger, il peut rester aussi dans sa maison, ne pas se déplacer. L'ordonnance dit, vu l'urgence, est-ce que ça urgeait en ce moment ici d'avoir des ordonnances alors que tout le monde est focus sur la maladie? Quelle était l'urgence d'avoir ces ordonnances en ce moment? Je préfère que le président de la République aussi croise les bras, que l'État soit en vacances parce que nous sommes malades, parce qu'il y a la maladie. Non, c'est des erreurs graves.
il y a bel et bien urgence, il y a opportunité que ces agences soient créées, et elles ont été créées au nombre de 3. Il y a une qui porte sur la prévention et la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, la maladie nous a prouvé que nous avions des difficultés énormes, que notre hôpital était malade, que l'école a des pommes, que les laboratoires n'ont pas du matériel et du personnel, que nos centres de recherche ne sont pas équipés. Et tout cela n'est pas fait parce que l'État n'a pas déployé les moyens d'investissement nécessaires dans ce secteur particulier et dans bien d'autres. Pourquoi l'État n'a pas déployé les moyens nécessaires dans ce secteur? C'est parce que tout le monde a convenu, et pendant de très longues années, que 99% de notre production nationale allait dans des poches des individus, dans des poches trouées. Et c'est un problème de corruption. Le président de la République n'a pas commencé ce dossier parce que la maladie a commencé. Il s'est retrouvé dernièrement à l'étranger où il était, à son retour. Il a dit, il a annoncé qu'au mois de mars, je vais devoir mettre en place l'agence de lutte contre la corruption. Et cela a été applaudi de deux mains par tout le monde. Et qu'aujourd'hui, qu'il y ait des Congolais qui pensent que c'est normal, que le chef de l'État sorte et dise « je veux que la corruption prenne fin, je veux qu'on la combatte », et qu'ils disent « écoutez, ce n'est pas opportun ». Mais au même moment, ils sont premiers à dire « écoutez, il y a l'argent que la Banque mondiale a donné, il y a des dons que les gens sont en train de faire, il ne faut pas qu'on détourne ça ». Bon, vous voulez que ça se fasse comment? Donc, l'opportunité n'est pas à démontrer pour une question comme celle-là. Le problème de la cellule ou de l'agence de veille stratégique que le chef de l'État a créé. J'ai encore entendu ce genre d'histoire. Il y a des gens, non, il y a des gens qui prennent. Non, tu sais qu'est dit ne pas un monarque belge ou britannique qui règne et ne gouverne pas. C'est une erreur. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire. Il faut que l'on retienne que dans ce type de régime, lorsque le président de la République, s'il n'a pas la majorité au Parlement, lorsqu'il fait une coalition avec un autre parti, une autre coalition, et qu'il est membre de cette coalition-là, on met de côté le principe de cohabitation. Nous ne sommes plus dans la cohabitation, nous sommes dans ce qu'on appelle couplage. Et dans le couplage, l'État a un leader qui s'appelle chef de l'État. C'est lui le patron de la coalition. Il n'y a pas d'autre formule que ça. Et dans ce contexte ici, si vous lisez bien la Constitution de la République, vous verrez que le président de la République démocratique du Congo n'est pas un monarque belge ou un président israélien. On lui a donné non seulement les facultés de régner sur l'État, mais aussi d'exprimer sa presque totale souveraineté sur l'État, aussi de gouverner. Parce que lorsque vous avez brandi, je vous ai suivi dans votre éditorial, auquel d'ailleurs moi j'ai voulu personnellement répondre, vous avez brandi l'article 92 de la Constitution de la République. Vous voyez que cet article 92 qui confère le pouvoir réglementaire au Premier ministre limite ce pouvoir du Premier ministre en matière que la Constitution a bien voulu laisser au chef de l'État. Ça signifie qu'il co-gouverne. Il co-gouverne de la même façon d'ailleurs qu'il co-formule le programme du gouvernement que le Premier ministre endosse tout simplement. Et vous verrez que dans la plupart des matières de la gouvernance chez nous, on vous dit toujours la politique de défense est formulée par le président de la République conjointement avec le gouvernement de la République. Ça signifie que le président de la République a son projet. Il a ses promesses qu'il a faites à la population et il vient les discuter avec le gouvernement qui donne ses 50% et lui donne ses 50%. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour justifier la création de cette cellule de veille. C'est pour vous dire qu'il a le droit qu'après que ce programme a été mis en commun et que lui a mis sa part, la part qui découle de ses promesses, les promesses qu'il a faites à la nation, parce qu'il est élu lui au suffrage universel direct, qu'il ait le droit de faire le suivi. Ça dit que c'est sa sentinelle, il crée une sentinelle pour... Oui, et que la Constitution ne le lui interdit pas. Alors justement, dans la Constitution, il a aussi créé une autre cellule pour suivre l'écologie, le développement durable, on en parlera. Certains juristes estiment que le président de la République, juridiquement parlant, n'avait pas le droit de créer ces services ou cette cellule. Il y en a même qui ont été très virulents. Je cite notamment mon ami Laurent Onyemba qui parlait d'une monstruosité au niveau du cabinet du président de la République et appelle même
à la démission de la cellule juridique de la présidence qui aurait fait faire une grosse erreur au président. Laurent parle notamment de l'article 92 que vous avez évoqué. Il dit que le droit de créer des services publics est une prérogative du Premier ministre. Vous êtes juriste, vous êtes avocat. Comment le président de la République a-t-il créé des services alors qu'il n'en a pas prérogative selon la loi de la République démocratique du Congo? D'abord, moi j'ai douté, je connais Laurent Onyemba, c'est un juriste très compétent, un publiciste de grand talent. Je ne l'ai pas suivi personnellement, il est difficile que j'affirme qu'il a dit ça. Je confirme. Je l'ai suivi de vous. Je confirme. Je n'imagine probablement pas qu'il ait dit exactement ce que vous dites. J'aurai certainement l'occasion d'échanger avec lui pour peut-être que lui-même me confirme. Cela, il a ses raisons et les motivations qui pourraient l'y avoir amené. Mais parce que vous vous référez à l'article 92 de la Constitution, je préfère qu'on le lise ensemble. Article 92. Le Premier ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au président de la République par la présente Constitution. Il statue par voie de décret. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Alors, lorsque le commun des mortels peut lire cet article, l'article dit déjà clairement que le pouvoir réglementaire est partagé entre le Premier ministre et le président de la République. On ne dit pas que c'est un pouvoir exclusif du Premier ministre. La Constitution a redistribué les rôles. Elle a dit ça, c'est pour le Premier ministre. Il s'arrête ici. On dit sous réserve de prérogatives dévolues au président de la République par cette Constitution. Et ces prérogatives dévolues au président de la République par cette Constitution sont énormes. On ne peut pas les limiter à un rôle de règne du chef de l'État. Et elle commence par l'article 69. Vous pouvez déjà... Allons droit vers les buts. Oui. Mais selon la loi, vous êtes juriste, qui a la prérogative de créer les services publics? Est-ce le Premier ministre? Est-ce le président de la République? C'est là que ça choque et c'est là que Maître Onyemba parle d'émotionnalité. Je vous réponds, je vais vous lire aussi la loi pour que l'on soit clair, ou les lois, parce que nous n'allons pas parler d'une seule loi ici. Je vais vous lire aussi les lois. On va commencer par celle dont vous parlez et tant d'autres. Qui a la prérogative de créer des établissements? Je dis bien, les établissements publics sont créés par le Premier ministre. J'insiste. Sur décret. Et contrairement à ce que vous avez dit dans votre émission d'hier, il les crée à l'issue d'une délibération au Conseil des ministres. Je l'ai dit. Il ne crée pas de manière arbitraire et de manière isolée. Voilà. À l'issue d'une délibération au Conseil des ministres. Et cela a fait l'objet d'une loi que nous allons lire avec vous ici. Ensemble, elle précise qui crée les établissements publics. Et c'est la loi 008/009 du 17 juillet 2008 portant disposition générale applicable aux établissements publics. La loi est là, elle précise, elle ne pose pas de problème. Qui crée les services publics? Nous avons une autre loi de 2016. La loi portant sur une loi organique par ailleurs, qui est en quelque sorte une interprétation de la Constitution de la République, portant dispositions relatives au fonctionnement des services publics de province, et des entités décentralisées et du gouvernement central. Et là, qui les crée? Les services publics, c'est déjà, on s'arrête là. C'est pour vous dire déjà qu'il faut faire une différence entre services publics dans l'entendement de notre légalité actuelle et établissement public, parce que ce n'est pas la même chose. Non, vous n'avez pas répondu à la question. Vous dites que les établissements, c'est le Premier ministre. Et les services publics, les services publics sont créés par le Premier ministre. Moi, je ne vais pas vous dire autre chose ici. Je vais vous amener à la logique de ce que... Et les établissements publics et les services publics sont créés par le Premier ministre. On se met d'accord là-dessus. Okay. La loi précise là-dessus. Les services publics sont créés par le Premier ministre. Et elle explique ce qu'on entend par service public. Je voulais que, c'est ça le plus essentiel, je voulais qu'on lise avec vous ce que la loi entend par service public. Article 2 de cette loi organique, vous lisez ici, les services publics du pouvoir central comprennent l'administration rattachée au président de la République. Est-ce qu'on se comprend? L'administration rattachée au Premier ministre, l'administration de l'Assemblée nationale, l'administration du Sénat,
l'administration de la Cour constitutionnelle, l'administration des ministères, l'administration des juridictions, tout ça, tout ça. Arrêtons-nous à l'administration rattachée au président de la République. Lorsqu'on parle de l'administration rattachée au président de la République, elle diffère du cabinet politique du président de la République. Il ne faut pas créer de confusion là-dessus. Lorsqu'on voit dans l'administration attachée au président de la République, on voit le secrétaire général de la présidence, on voit l'intendance, on voit les services publics qui sont rattachés au président de la République. On ne parle pas du cabinet. Donc, Vital Kamerhe dirige un service qui n'est pas celui-là, qui n'est pas l'administration attachée au président de la République. C'est-à-dire, le Premier ministre peut créer l'intendance, il rattache ça au président de la République parce qu'il y a des besoins, il peut créer des services, des garages ou d'autres services, que sais-je. Je ne comprends pas, là je suis un peu perdu. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Vous voulez tout simplement faire la différence entre les services publics évoqués ici, qui n'a rien à voir avec le président de la République. Qui n'ont rien à voir avec le cabinet politique du président de la République. Les services publics dont question ici, on parle de l'administration. D'ailleurs, le lien existe bien. La loi précise, elle dit que les services publics sont des services qui sont placés sous l'autorité d'une administration publique. D'une administration publique. Et le président de la République n'est pas une administration publique, c'est une institution de l'État. Il faut faire ce lien-là et cette différence. Donc, il n'est pas question ici de venir dire, par exemple, et sinon, pourquoi le Premier ministre ne nommerait pas le directeur de cabinet du président de la République? Il fallait qu'il le nomme. Pourquoi il ne l'a pas nommé? Donc, les services publics ici, c'est limite aux services qui dépendent de l'administration publique. J'ai cité l'intendance, j'ai cité l'intendance, j'ai cité le secrétaire général et d'autres services qui peuvent exister à la présidence de la République, qui dépendent de l'administration publique, pas le cabinet du président de la République. Maintenant, lorsque vous lisez les ordonnances signées par le Premier ministre, c'est ça toute la confusion. On vous dit que le président a signé des établissements. Est-ce que le président vous a dit qu'il a signé? Vous avez suivi la lecture des ordonnances. On vous a dit que le président a créé un établissement. Le président n'a pas créé un établissement, moins encore un service public, parce qu'il le dirait lui-même dans ses ordonnances. La lecture des ordonnances, nous l'avons suivi tous, on vous dit, le président a créé des services spécialisés rattachés à la présidence de la République. Et là, vous avez encore posé la question, où est-ce qu'on trouvait les services spécialisés et rattachés à la présidence de la République? Je vais vous lire, parce qu'il faut que l'on mette fin à ce débat plus ou moins stérile qui vient créer la confusion dans la vie des Congolais pendant qu'il y a des choses très importantes auxquelles l'État est attaché résolument. Voilà, l'ordonnance est ici. Vous pouvez lire vous-même l'article 3 de cette ordonnance. Je ne préfère pas que ce soit moi. L'ordonnance portant organisation du cabinet du président de la République. Oui. Le cabinet du président de la République comprend la direction, les conseillers spéciaux du chef de l'État, le conseiller spécial, mes lunettes, attendez, je vais agrandir, voilà. Le conseiller spécial en matière de sécurité, le conseiller spécial en matière de bonne gouvernance, les collèges des conseillers, les services personnels du chef de l'État, le service du protocole du chef de l'État, le service des communications du chef de l'État, la presse présidentielle, les services administratifs et les services spécialisés. Voilà. Et ces services spécialisés qui les créent, on va lire. Si vous lisez cette ordonnance, vous verrez clairement... Est-ce que vous avez l'ordonnance du président créant ces services ici? Parce que, est-ce que ce n'est pas... C'est ce que je suis en train de chercher d'ailleurs chez Google, parce que j'ai l'impression que la lecture de l'ordonnance telle que faite à la RTNC, on parlait plutôt des établissements publics. Non, non. Le président a créé des services spécialisés dans son cabinet. Et sur cette question, tout juriste sérieux devrait déjà se taire parce que la Cour constitutionnelle s'est déjà prononcée là-dessus. Le professeur Dieudonné Kalouba, que je salue en passant ici, avait saisi la Cour constitutionnelle sur l'ordonnance, nommant le conseiller spécial Luzolo en matière de lutte contre la corruption pour démontrer que cette ordonnance était inconstitutionnelle. La Cour avait répondu que dans le cabinet du président de la République, il existe bel et bien des services spécialisés émergents du budget de l'État et que Luzolo en était un. Légitime donc. Ce n'est plus un débat en vogue. C'est-à-dire, pour vous, c'est quoi? Le débat se situe au niveau de la conviction, de la confusion qu'il y a entre établissements publics, services publics et services spécialisés. Félix n'a jamais créé des établissements publics, il a plutôt créé des services spécialisés. Il n'a pas créé un établissement public parce qu'on ne peut pas... C'est ça aussi la confusion.
Ce n'est pas parce qu'on appelle l'agence que vous vous réveillez de grand matin, vous dites non, il a créé un établissement public. Il a créé un service spécialisé. Et je dis bien qu'on ne peut plus engager des discussions à cet effet parce que, cette ordonnance date du 30 janvier 2009. Félix Tshisekedi n'était pas président de la République. Est-ce que vous voyez bien? Il est en train d'appliquer une ordonnance qu'il a trouvée. Il est en train d'appliquer cette ordonnance. Mais Maître Laurent Onyemba dit que lorsque le président de la République, dans ses ordonnances, dit que le service qu'il crée émargeront des budgets de l'État, on est en plein dedans dans les établissements publics, parce que selon lui, les services spécialisés doivent émarger plutôt du budget de la présidence et non pas du budget de l'État. Je dis bien que cette question n'est plus en débat aujourd'hui. Je n'ai pas certainement le numéro de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui a tranché avec ce débat. La Cour a dit que dans le cabinet du président de la République, il y a des services spécialisés émargeant du budget de l'État. Elle répondait à la question posée par le professeur Dieudonné Kalouba Dubois, qui est d'ailleurs le maître de maître Laurent Onyemba. La Cour a répondu qu'il existe bel et bien de services publics et des services plutôt spécialisés dans le cabinet du chef de l'État, créé par lui, organisé par lui, mais émargeant du budget de l'État. Et que le conseiller spécial Louzo Lobambi en était un. Pour preuve, parce que maintenant on en parle, parce que c'est Tshisekedi qui a signé, mais le service de Louzo avait même des OPJ qui arrêtaient des gens qui mettaient au cachot, qui les déféraient devant les parquets pour être poursuivis. Et c'est exactement à cela que s'était attaqué Maître Philo Kalouba. La question a été résolue, la Cour a dit que c'est légal et c'est constitutionnel. Maintenant, vous m'amenez moi un avocat aujourd'hui ici, pour que je me mette à discuter encore avec l'arrêt de la Cour. C'est malhonnête, c'est pas correct. C'est là que je vous dis que le président a créé des services qui émargent du budget de l'État parce que ça fonctionne ainsi et que ce n'est plus un débat parce que la Cour s'est déjà prononcée là-dessus. Non, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas un débat alors que nous, on est là dans est-ce que c'est des établissements publics, est-ce que c'est des services publics, est-ce que c'est des services spécialisés. Lorsque vous vous mettez à discuter avec la Cour, ça signifie même que c'est une offense à la nation. On vous a dit qu'elle rend au nom du peuple congolais et exécute au nom du chef de l'État. Je prends rendez-vous avec mes téléspectateurs. J'ai comme l'impression que ce problème sera résolu une fois qu'on retrouvera les ordonnances. Je dois vous dire la vérité que moi, j'ai cherché les ordonnances au journal officiel. Ça n'a pas encore été publié. Les seules ordonnances qui ont été publiées, ce sont les ordonnances portant organisation et fonctionnement du gouvernement et portant attribution. Les trois autres ordonnances, le journal officiel ne les a pas encore publiées. C'est tout à fait normal, c'est une procédure. Alors, au journal officiel, il y a des procédures. Moi, je ne suis pas contre la procédure. Parce que là, peut-être que la formulation nous aurait aidé, mais on a quand même la possibilité de retrouver la lecture qui a été faite par le porte-parole du président de la République. Moi, je veux retrouver ces images-là. Alors là, on trouvera, est-ce qu'il s'agit, il parlait plutôt des services spécialisés ou plutôt des établissements publics, je vous retrouverai par rapport à ça. Alors, professeur, un autre problème, c'est aussi le problème de la rationalité quant à la création de ça. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est frappé par coronavirus. Le pays du monde sont en pleine récession. Le Congo sera frappé par ça. Tout le monde parle de la nécessité de la réduction du train de vie des institutions de la République. Dans un pays pauvre comme le nôtre, où on doute sur la capacité à recouvrer les 11 milliards de budget que Félix nous a proposé. Et c'est utile en ce moment ici, c'est rationnel. Au moment où on dit qu'il faut réduire les trains de vie des institutions, que notre président en multiplie. Non, mais si à ce jour que nous parlons ici, vous me posiez cette question et que le président ne l'avait pas encore fait, moi j'allais l'encourager à le faire. Il fallait qu'il signe absolument ces ordonnances. Mais vous parlez de 11 milliards de dollars. Vous chantez chaque jour ici que l'argent de l'État va dans les caisses trouées. Ça signifie que si on n'est pas arrivé à réunir un budget costaud dans ce pays qui devrait dépasser même les 11 milliards de dollars, c'est parce que toutes les estimations des experts avertissent que chaque année nous perdons parfois plus de 20 milliards de dollars dans les poches, dans les caisses trouées, dans les poches des individus. La corruption. Et comment vous allez vouloir? Parce que vous voulez que le ciel et la terre s'arrêtent, pour autant que nous avons la maladie. C'est comme si cette maladie, mais nous pouvions tout laisser aller dans des églises et prier.
Pendant ce temps, vous exigez des chloroquines. Pendant ce temps, vous parlez des respirateurs qui manquent dans des hôpitaux. Vous parlez des lits qui posent problème. Et vous dites au président, non, ne fais rien pour mobiliser les recettes. C'est tout à fait drôle. C'est quelle compréhension des choses chez le Congolais. Lui, il sait qu'il a des défis. Après la maladie, il y aura des défis. Des défis qui seront économiques, des défis qui seront politiques, des défis qui seront culturels, démographiques, sociologiques, anthropologiques, des défis de tout genre. Et vous lui dites, non, non, pendant ce temps, croise d'abord les bras, laisse celui qui pille, il peut piller comme il veut, celui qui vole, il peut voler comme il veut. Comme on reçoit quelques dons ici de la Banque mondiale, laissez-les piller comme il veut. Et ils veulent, ne mettez pas de sentinelles pour surveiller cet argent-là. Ça, c'est un problème. Le Congolais veut quelque chose au contraire. Moi, je me dis qu'à ce jour, si le président n'avait pas créé ces agences, il lui fallu qu'il les crée même aujourd'hui. Et je crois qu'il a pris une longueur d'avance et les Congolais comprennent. Même si ça va encore alourdir la machine en termes budgétaires, ça va alourdir la machine. Lorsque cette agence va coincer le circuit financier de l'État pour que les gens se disciplinent, les 9 $ sur 10 qui partent dans le pot cassé là vont rentrer dans le trésor. Je crois que les agences ne consommeront même pas 2%. Non, mais il y en a aussi qui pensent, professeur, que ça ne sert à rien de créer des agences. La meilleure arme contre la corruption, c'est la justice. Même si cette agence faisait du travail, nous allons arrêter les gens ici après les magistrats, les font libérer. Vous n'avez pas compris le problème qui se pose dans cette question-là. La justice est une institution, elle est indépendante. Vous, Congolais, vous avez besoin de dire chaque jour, mais les juges ont fait ceci, vous voulez que le président de la République aille gérer la justice. Le président de la République ne donne pas des injonctions à la justice. Il peut réformer la justice, il peut travailler pour mettre les magistrats dans des conditions qu'il faille. Le président ne va pas réformer la justice en important des juges du paradis. C'est toujours avec nous-mêmes. Il va prendre ceux qui sont corrompus dans l'enseignement pour les amener dans la justice. Ça sera la même chose. Le président s'est dit qu'il va avoir un œil regardant. Il va avoir un service qui vigile matin, midi, soir pour prendre des précautions de prévention, mais aussi faire le suivi. Parce que si vous avez bien suivi le libellé des ordonnances, il y a le suivi. Lorsque les personnes soupçonnées d'avoir trempé dans la corruption sont repérées, ils sont déférés devant les cours et tribunaux, l'agence ne s'arrête pas là, elle fait le suivi de ces questions pour voir comment elles évoluent. Et puis ça permettrait à l'État de parfois se constituer des avocats, parfois même de se constituer en partie civile pour les dommages qu'il aurait subis du fait de cette barbarie-là. Et lorsque le président de la République vous dit, mais pourquoi vous voulez, et puis lorsque les gens veulent toujours, en France on fait ceci, aux États-Unis on fait ceci, partout là, ces services existent, ils sont même très nombreux. En dehors de ce qu'on vient de créer, là, il y en a même encore plus, parquet financier, agence ceci, tout ça. Et vous voyez que dans tous ces pays-là où l'on croit que les gens sont juste corrects, on multiplie ces structures pour que la société se moralise. C'est l'unique solution pour que l'on aspire à des richesses et à la procréation des richesses. Le pays est assez suffisamment nanti, le pays est pourvu de ce qu'il doit avoir pour fonctionner, émerger, mais il faut que les hommes soient suivis. Parce que même en Europe, on corrompt, aux États-Unis, on corrompt. Mais c'est parce qu'il y a des structures pour faire le suivi du jour le jour de l'action de l'État. Et chaque jour qui passe, les gens tentent de se discipliner parce qu'il y a ce recadrage. Donc, le président ne veut plus que vous alliez toquer chez lui pour qu'il vienne redresser le comportement des juges parce qu'ils sont indépendants. Nous avons voulu dans notre constitution que la magistrature soit indépendante. Le président, au nom des responsabilités lui dévolues par le peuple congolais et de la constitution de la République que lui a trouvé, ne l'a pas instituée, il a décidé de créer une agence qui va faire le suivi de toutes ces questions-là pour moraliser la vie publique et pour faire en sorte que les gens égoïstes qui veulent s'enrichir au détriment de tout le peuple subissent la rigueur de la loi. Ce n'est pas la première fois, il en a déjà créé qui ne fonctionne pas. L'agence changement des mentalités ici, les gens ne sont pas payés, certains n'ont même pas des bureaux, hein, mais ils continuent encore à multiplier. On va voir là où ça va nous amener. Hein. Qui vous dit que ça ne fonctionne pas? Moi, ils ne sont pas payés. Devant ici, je viens de voir
une grosse pancarte de l'agence de changement de mentalité. Les agents qui sont là ne sont pas encore payés. J'ai vu ça en province. Même dans son propre cabinet, vous avez lu qu'il y a même des gens qui travaillent dans son propre cabinet qui ne sont pas encore payés, mais ils multiplient encore des... Vous dites que les gens ne sont pas payés. C'est terrible avec l'homme congolais. Chaque jour ici, j'ai suivi encore hier, il faut réduire le train de vie des institutions pour combattre la maladie. Mais moi, je vous dis que le train de vie des institutions est déjà très réduit. Moi, je suis député provincial. Ceux qui m'ont précédé, les mandats précédents, ils touchaient du cash 6 000 $. Et aujourd'hui, moi, je suis député provincial, je touche 3 millions de dollars, 3 millions de francs. C'est que le président a déjà réduit. Et les 3 millions de francs, je t'informe qu'aujourd'hui, ça fait 11 mois jour pour jour que moi, je ne les touche pas. Le train de vie des institutions est déjà suffisamment réduit. Vous, vous exigez la même chose. Maintenant, vous allez plaindre les membres du cabinet du président de la République qui ne sont pas payés, alors que vous prétendez montrer à tout le monde que c'est la présidence qui bouffe tout l'argent de ce pays ici. C'est ça le problème du Congolais. Ici, le cap, c'est vers la mobilisation des recettes. Il faut que l'argent de l'État retrouve son endroit indiqué, c'est le trésor, et que ça soit redistribué équitablement. Parce que la corruption, tu sais, moi je crois que s'il y a une définition correcte à donner au mot corruption, c'est ce qu'on appelle un peu dans nos sociétés traditionnelles la sorcellerie. Un homme corrompu, c'est un destructeur. Moi je suis un enseignant à l'université. Vous voyez ce que nous vivons aujourd'hui. On parle de vaccins, nous les attendons de l'Italie, du Canada, de la France, mais nous avons des universités. Nous serions aussi en train de travailler pour qu'aujourd'hui, que les gens attendent aussi de vaccins de nous. Mais pourquoi? Nous nous sommes livrés à la vente au trafic de points, ce qui nous intéresse. C'est tout ça qui pose problème. Les diplômes que nous larguons sur le marché valent encore quoi? Pourquoi on ne peut pas compter sur nos étudiants aujourd'hui pour qu'on ait ce vaccin? Donc, le corrompu là, l'homme qui se livre à ces pratiques, que ce soit dans un auditoire à l'université, que ce soit dans l'administration publique, c'est ça la traduction moderne du mot sorcellerie. Parce que c'est un homme jaloux, c'est un homme aîné, c'est un homme qui n'aime pas la société, un égoïste. Alors, lorsque le président vous dit, mettons les bouchons doubles pour que l'on atteigne cet objectif de moraliser la vie publique, de faire en sorte que l'argent de l'État aille au trésor, ça vous gêne encore. Professeur, on va terminer ce dossier. Les Congolais qui se sont sentis indignés, les gens qui ont parlé de l'anticonstitutionnalité des ordonnances, de l'inopportunisme de ces ordonnances signées par Félix Tshisekedi, en clôture, vous leur direz quoi? Non, j'ai déjà même dit, j'ai suivi, l'un d'entre eux a dit non, non, le président, s'il ne retire pas ces ordonnances, il sera mis en accusation. Mais les gens, je ne sais pas, nous sommes dans un pays, heureusement ou malheureusement, où tout le monde connaît tout désormais, mais je vous ai déjà dit que le président ne peut pas violer la Constitution par les décisions qu'il prend. Pourquoi? Les décisions que le président prend, à part celles qui consistent, par exemple, ses rapports avec le Parlement et nos rapports avec l'international, les autres décisions que le président prend sont des actes administratifs attaquables. Si vous trouvez qu'il a violé la loi, si vous trouvez qu'il a violé la Constitution, mais pourquoi on a érigé tout un juge pour préserver ou protéger cette Constitution? Nous n'avons qu'à aller à la Cour constitutionnelle. Et pourtant, moi, je te dis qu'il n'y a plus de réponse là-bas. Parce que la Cour a rendu un arrêt de principe. Elle a déjà dit que dans ce cabinet du président de la République, il y a des services qu'on appelle services spécialisés. Et tu viens de lire l'ordonnance. Est-ce que c'est le président qui a signé cette ordonnance? C'est l'ordonnance de 2009. Tu sais qu'il était opposant. Lui a trouvé cette ordonnance. Il l'applique. Vous dites non, non, ils veulent la Constitution. Tu as lu l'ordonnance. Article 3 de l'ordonnance, dernier alinéa, on vous dit service spécialisé. Est-ce que tu peux me donner l'exemple de ce que tu peux entendre par service spécialisé dans le cabinet du président de la République? C'est ça qu'il vient de créer. Il en créera encore d'autres. Il ne faut pas penser que le président va s'asphyxier parce qu'il doit travailler, il doit s'entourer des services. Il a créé. Il va créer d'autres parce que cette ordonnance ne dit pas combien. Il va créer d'autres. Et l'État est là pour payer, pour financer. Alors, l'effort que lui fournit, c'est que cet État produise des moyens pour prendre en charge tout le monde. Vous pensez, même lorsque les gens disent non, c'est pour donner du travail à ses amis, il y a des Congolais qui sont faits pour être au chômage. Tout le monde devra avoir du travail dans ce pays. Donc, lorsque le président créerait une usine, c'est pour donner du travail à ses amis. Lorsqu'il dirait construisons une usine, c'est pour donner du travail. Mais finalement, on ne comprend rien. Il a créé ces agences
qui sont légales, qui sont constitutionnelles. Il réfléchit encore s'il voit d'autres trous dans d'autres domaines. Il va créer d'autres. Parce qu'il n'aura violé aucune légalité positive dans notre pays. Il s'en fout, mais lui, est-ce que le président est redevable à ce qui n'est pas constitutionnel? Qu'on lui dise lui, il lit la Constitution. Quelles sont les prérogatives qu'on lui dise que les caisses de l'État sont vides et qu'il faut rationaliser les peuples. Et lorsqu'il veut rationaliser, vous refusez. Non, il rationalise en multipliant des services. Vous dites qu'il ne rationalise pas. Mais les services, c'est ça le dilemme de la poule et l'œuf. Qu'est-ce que vous voulez? Que le président croise d'abord les bras pour que l'argent aille vers les individus ou vers les services de l'État, ou qu'il mette les gens au travail pour produire l'argent. Vous souhaitez quoi? Lui, il a mis les gens au travail, les gens qui vont suivre tous ces corrompus et corrupteurs qui courent les rues, dans nos universités, dans nos écoles, dans nos administrations, dans la police, dans l'armée, tous ces gens qui vendent les munitions, qui vendent les tenues, tout ça. C'est des pommes de sociétés réelles qui trouvent la caisse de l'État. Et lui vous dit, je vais suivre ça méticuleusement. Vous dites, non, non, il crée des agences pour engager ses amis. Donc, il y a des Congolais qui sont condamnés au chômage. Professeur, on va terminer cette émission, mais signale à l'oreille qu'on va petit à petit vers la fin. Mais je voulais quand même qu'on parle finalement de la situation à l'UDPS. On a vu deux camps s'est tiré dessus ici. Jean-Marc Kabound, vous avez créé le collectif Sauvons l'UDPS, vous réclamez un congrès, vous dites que Jean-Marc Kabound n'est pas un président, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qui se passe exactement en une minute? Quelle est la vraie situation aujourd'hui au sein de l'UDPS? Nous n'avons pas dit que Jean-Marc Kabound n'est pas un président. Toi et moi, nous savons que Jean-Marc Kabound n'est pas un président. Le président du parti UDPS est élu par le congrès. En dehors de cette formule, nos statuts n'en ouvrent aucune autre qui ferait de quelqu'un président de l'UDPS sans qu'il ne soit passé par le congrès. Non, mais il est président intérimaire. Non, c'est une formule, je dis, qui n'existe pas dans nos statuts. Nous sommes autant légalistes, autant rigoureux que nous le faisons pour d'autres considérations. Donc la faute, c'est qui? C'est Félix Tshisekedi? Non, 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 non. Qui a commis l'imprudence de nommer quelqu'un président intérimaire alors qu'il n'a pas lu les statuts. J'ai dit que le président Tshisekedi n'a pas nommé un président intérimaire. Le document signé par le président Tshisekedi est clair. Il a dévolu ses prérogatives au secrétaire général de l'UDPS. Ça s'arrête là. Il n'a pas dit quelque part qu'il nomme un président intérimaire. C'est une calomnie. En plus, l'intérim, même si il en serait le cas ici, l'intérim, on connaît comment honorer un intérim éternel. Et le président, ce qu'il a signé, c'était un mandat spécial. Moi, je suis un avocat. Disant que vous avez les droits, les prérogatives présidentielles. Je suis un avocat. Je ne connais pas où est-ce que un mandat spécial a donné des pouvoirs généraux et illimités. Le président était dans une situation qui était la sienne avant la proclamation des résultats à la Cour constitutionnelle. Il était sérieusement sollicité et que le parti avait besoin, en attendant, de fonctionner et de résoudre certains problèmes, notamment des contacts politiques qui devaient se tenir en cette période-là. Il était tout à fait normal que pendant ce temps, que la Constitution ne l'avait pas encore empêché d'exercer comme président de la République, alors que lui, par rapport à sa situation, notamment sécuritaire, il était indisponible, il ne pouvait pas agir comme président de l'UDPS. Il était normal que pendant ce temps, que tout était encore provisoire, qu'il puisse se décharger en conférant des responsabilités à quelqu'un. Et lorsqu'il a prêté serment, il s'est retrouvé dans une situation d'interdiction qui est prévue par l'article 96 de notre Constitution, alinéa 2, mais aussi par l'article 26 des statuts de l'UDPS, et c'est tout. Pour le moment, le président lui-même, qui n'est plus président de l'UDPS, parce que la Constitution est claire, on ne peut pas être président de la République et animateur d'un parti politique, il ne peut pas donner des pouvoirs qui dépassent... vous demandez quoi en ce moment? Vous exigez quoi exactement, vous, du collectif Sauvons? Parce que vous avez donné 72 heures à Kabound, il n'a pas respecté, vous en êtes tout. Nous ne demandons rien. Nous avons dit seulement que le parti fonctionne conformément à ses statuts. Les 72 heures étaient données, pas pour qu'à l'expiration, que nous allions prendre les armes et attaquer Jean-Marc Kabound, c'était pour qu'à l'expiration, que nous allions saisir les cours et tribunaux afin qu'ils nous départagent. Vous l'avez déjà fait parce que les 72 heures sont passées? Oui, afin qu'ils nous départagent, c'est ça la civilisation. Voilà. Donc, nous n'avions pas prévu, nous n'avions pas promis d'aller incendier, d'aller tirer, parce que les 72 heures ont expiré. Nous avions dit qu'au-delà des 72 heures, nous devrions nous adresser aux instances
judiciaire. Ce qui est déjà fait. C'est ça l'état de droit. Ce qui est déjà fait. Bien évidemment, c'est ça l'état de droit que Tshisekedi nous a appris. J'étais suivi tantôt là en train de parler du dossier du directeur de cabinet du président de la République. Tu insistais aisément, tu disais l'état de droit, c'est que les gens aillent répondre à la justice, tout ça. Mais l'état de droit, c'est exactement ça. Lorsqu'il y a des controverses dans la gestion d'un parti politique, l'article 28 des statuts plutôt de la loi 004 sur les partis politiques prévoit que si ces controverses ne sont pas résolues à l'interne, que les partis puissent se pouvoir devant un juge qui les départage. C'est l'état de droit, ce n'est pas une conflictualité lorsqu'on recourt à un juge, c'est la marque ultime de civilisation que les questions soient ainsi résolues dans la société. Donc ça c'est fait, et il n'y a pas de problème de deux camps, il y a des problèmes d'interprétation des statuts du parti, et que nous n'avons pas été en mesure d'avoir une interprétation commune. Nous sommes allés vers le juge, celui qui a étudié le droit et les techniques d'interprétation, qui nous interprète l'article 26 des statuts. Donc là, vous attendez finalement le verdict des juges maintenant. Vous attendez le verdict des juges. Mais lorsque Kabound dit, par exemple, que vous demandez un triumvirat, il ne pouvait pas le faire parce qu'il y avait un organe important, notamment la Convention démocrate, je crois. C'est comme ça que vous l'appelez. La Convention démocratique du parti, non. La Convention démocratique du parti n'était pas encore mise en place. Il y a des arguments suffisamment des raccourcis que moi je n'ai pas besoin de suivre ici. Dans le parti, là, nous avons déjà eu un autre organe qu'on appelait Comité national. Sa composition était exactement celle de l'actuelle Convention démocratique du parti. Plus ou moins, hein, plus ou moins. Mais cet organe a fonctionné avec une seule composante. Il a pris des décisions, il a fait rapport au président, ça a fonctionné, c'était l'apprentissage de la démocratie. La Convention démocratique du parti, elle existe. Elle a été nommée par le président de la République. Le président a signé 2 décisions. La première décision nommant les membres de la Convention démocratique du parti. La deuxième fixant la date de la convocation de la session de la Convention démocratique du parti. Pourquoi le président pouvait fixer la date de la convocation de la Convention démocratique du parti alors qu'il savait qu'il y a des composantes qui n'existaient pas? Il l'a fixé parce qu'il y a en fait dans la Convention démocratique du parti les membres qui sont des membres, comme on peut dire, statutaires, de membres permanents. Il y a des membres, comme on les appelle, S-qualité. Ça signifie que si... les ministres, les députés, oui, ils sont des membres S-qualité. Si tu deviens ministre aujourd'hui, tu cours. Tu dis, je suis devenu aussi membre de la Convention démocratique. Dès que tu tombes, tu n'es plus ministre, tu quittes. Parce que c'est ta qualité qui t'amène là-bas. C'est un peu comme le président honoraire Joseph Kabila. Le Sénat est composé aujourd'hui de 2 catégories, non? La catégorie des sénateurs, 3 catégories. Les sénateurs élus, les sénateurs cooptés et les sénateurs à vie. Alors, le sénateur à vie est là, il n'a pas siégé au Sénat. Est-ce que pour autant on a dit non, le Sénat ne prend pas de décision, il n'élit pas son bureau parce que le sénateur à vie n'est pas là? Le Sénat a siégé, il a élu le bureau, il prend ses décisions. Le président de la République est allé donner son discours devant le Congrès, le Sénat était là. Le président n'a pas dit « je ne viens pas devant le Sénat parce que le président à vie, le sénateur à vie n'est pas venu ». C'est ce qu'on veut nous apprendre ici. On nous dit non, écoutez, comme nous n'avons pas de gouverneur, la Convention démocratique ne peut pas fonctionner, il faut attendre 2023, lorsqu'on aura des gouverneurs comme ça, elle va fonctionner. Un organe statutaire. Comme nous n'avons pas de sénateurs, la Convention démocratique ne peut pas fonctionner, il faut attendre 2023 qu'on ait des sénateurs. Ça signifie que pendant ce temps, on désacralise toute l'architecture institutionnelle du parti, on attend 2023. Non. Tout ça, c'est des interprétations de nos intelligences profanes. Comme nous ne sommes pas parvenus à avoir la même compréhension de la chose, c'est comme ça que la structure souvent IDPS a dit de manière civilisée. Au lieu de continuer à assister aux casses en permanence à la permanence du parti, ça déshonore le parti, ça déshonore l'image du pays pour lequel nous sommes battus pour installer ou instaurer l'état de droit et le respect des textes. Nous avons dit non. Notre promesse de 37 ans, c'était que les gens respectent les textes, c'était que lorsqu'il y a des problèmes dans la société, au lieu que les gens se battent avec des machettes, que les gens aillent devant la justice. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui, que le juge interprète tous ces textes en présence et décide. Lorsqu'il décide un homme civilisé,
toutes les parties vont s'incliner. Si le juge dit, écoutez, il y a un président haï, nous tous nous constaterons que le juge a dit qu'il y a un président haï. Professeur Tshilombaye, on va terminer cette émission. Ça sera la dernière question. Votre directeur de cabinet, votre allée Kamerhe est en ce moment ici englouti dans une affaire de convocation. Il partira pas. Saut des moutons, scandale à la présidence, 15 millions de dollars américains. Est-ce que tout ça, c'est au sein du bureau même de Félix Antoine Tshisekedi, l'homme du peuple d'abord? Vous allez dire quoi par rapport à cette situation, au regard de ce qui se passe pour votre allié Félix, comment il s'appelle, Vital Kamerhe? Vous les Congolais, vous êtes très compliqués. Vous l'êtes aussi, vous Congolais, vous-même aussi. S'il vous plaît. On parle de Vital Kamerhe aujourd'hui parce que Tshisekedi est président. À l'époque où c'était autrement, vous alliez oser ouvrir votre bouche pour dire Vital Kamerhe va répondre devant la justice. C'est pour vous dire que vous qui posez la question de bilan, vous avez la réponse. Moi, je sais une chose. Vital Kamerhe, c'est un homme que moi j'ai côtoyé dans la vie. On a fait même certaines choses ensemble. Je connais un homme, je connais son être. Il ira répondre devant le parquet. Je lis, comme toi, moi je suis un avocat, l'invitation qui a circulé sur les réseaux sociaux avait des incohérences. C'était tout à fait normal que moi aussi je me dise, effectivement, les Kamerhe, il n'y en a pas qu'un seul. Ils peuvent exister plusieurs. Encore que bon, les dates posaient problème. J'ai appris comme toi que l'invitation a été régularisée. Encore qu'en attendant, vous la presse, je vous invite aussi à la discipline. Il faut respecter les principes fondamentaux de notre existence commune, la présomption d'innocence. Vous dites engouffré, hein? Donc chez vous le soupçon n'existe pas. Désormais c'est la présomption de culpabilité. Encore que ce parquet invite le directeur de cabinet du président de la République, est-ce pour l'inculper? Mais si c'est pour qu'il soit un renseignant, vous avez déjà brûlé la toile, il est engouffré. Je crois que ce n'est pas du respect pour nos institutions. Laissez le directeur de cabinet du président de la République se présentera devant le parquet. J'ai appris que la procédure a été régularisée. Il va se présenter devant le parquet. Il répondra de manière civilisée de ce qui lui est reproché. Et en attendant, c'est un parent, c'est un homme d'État, c'est un grand responsable. Je crois que le respect et la considération que nous lui devons, c'est d'observer aussi les prescrits de notre Constitution qui le mettent dans cette position d'un homme présumé innocent, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par le juge, pas par le parquet. Donc je crois que vous devriez avoir des retenues. La presse, vous devez aussi quand même un peu observer votre manière de communiquer sur un homme qui a ses enfants à la maison. Vous passez partout, il a volé, il a fait... Mais là, ses enfants qui regardent aussi, qui disent, on dit ceci de notre parent, ce n'est pas respectueux. En attendant, observons que... puis il faut laisser aussi les magistrats faire le travail. Ça devient une pression que vous êtes en train de mener sur eux. Moi, si j'étais le magistrat instructeur, peut-être que je verrais l'option de sursoir. Pas ça devient une sorte de pression que vous menez sur la justice. Laissez la justice faire son travail. Vital Kamerhe, il ira répondre. Attendons voir quel statut le parquet lui réservera. Si demain on se réveille, on vous dit, on l'avait appelé pour donner quelques informations sur le programme de 100 jours. Je ne sais pas ce que vous direz encore dans les médias. Cette émission est terminée. Professeur Tshilombaye, on vous dit grand merci d'être venu nous voir. Les portes sont grandement ouvertes. Revenez quand vous voulez et ça sera toujours un plaisir. Ici, c'est chez vous. Vous remettez le masque pour donner le message fort à nos téléspectateurs que la maladie existe. La maladie existe et chez nous, elle pourrait être même un peu plus inquiétante. Voilà, c'est un geste simple. Je crois que suivant les modes de transmission de cette maladie que nous avons suivis nous tous, ça peut nous protéger. Il faut faire attention. Ça peut nous protéger. Voilà, messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité était un cadre de l'UDPS, le professeur Tshilombaye. Avec lui, on est revenu sur les ordonnances que beaucoup ont qualifiées d'anticonstitutionnelles. On a également parlé de la situation à l'UDPS. Je serai heureux de vous retrouver lors de notre prochain numéro. Entre-temps, prenez très bien soin de vous et faites très attention. N'oubliez pas les gestes barrières pour dire non à la maladie de coronavirus qui est en train de tuer beaucoup de gens.
Et déjà, on ne se serre pas la main. Ah oui, oui. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup, professeur, d'être venu nous voir.